La vision, ça permet de savoir qui est avec l'entreprise et qui est contre. C'est-à-dire que si on partage pas la vision, eh ben c'est qu'on est contre. Mais comme la vision est extrêmement large, on peut l'interpréter facilement. Et donc on peut interpréter les personnes qui sont contre un processus particulier ou sont contre une méthode particulière d'un manager comme étant quelqu'un qui est contre la vision. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être assez fourbe. C'est-à-dire que si tu as une personne au-dessus de toi qui dit tu fais ça parce que ça va avec la vision de l'entreprise, alors qu'en fait ça va plutôt avec sa vision à lui de comment ça doit se passer et que t'es pas d'accord, bah, tu es contre lui. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Bah, on dit que c'est une personne qui est résistante au changement. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Adrien Fillon, chercheur postdoc au CNRS. Si vous écoutez Penser l'entreprise depuis un moment, vous le connaissez déjà puisqu'il est passé par ici pour un échange sur le sujet de la formation en entreprise. Mais cette fois, on se lance ensemble dans une aventure d'une toute autre envergure. Bienvenue dans Opinion impopulaire, une série née d'une discussion passionnée, parfois même un peu plus que passionnée, sur le capitalisme. Un jour, Adrien m'a parlé du livre Le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski et Eve Chiapello. En échangeant nos points de vue, on a réalisé qu'on avait là de la matière à des conversations bien plus larges, des sujets qui provoquent, qui dérangent, mais qui méritent d'être explorés. Pendant 7 épisodes, on va donc plonger dans ces questions qui font bouger les lignes et interrogent nos certitudes. Alors, voici un petit avant-goût des thèmes qui vous attendent. Le premier, notre sujet du jour, l'esprit du capitalisme. Puis la semaine prochaine, on abordera le quiet quitting et ce qui dit vraiment sur notre rapport au travail. En troisième sujet, on parlera de la souffrance qui s'infiltre au bureau, suivi d'un sujet un brin audacieux, oui, je dirais ça comme ça, puisqu'on va se demander si les managers sont vraiment utiles, puis suivi d'un cinquième sujet qui fera sûrement grincer des dents quelques personnes, puisqu'on va parler de la suppression des vacances. Et enfin, on terminera par la confiance dans l'entreprise, est-elle vraiment réciproque? Autant de questions qui, on l'espère, mettront des mots sur des sensations que vous avez peut-être déjà ressenties sans toujours pouvoir les expliquer. Vous savez, ces choses qui paraissent parfois anormales, illogiques, mais que l'on finit par accepter sans trop savoir pourquoi. Et pour ce premier épisode, je me mets en retrait et je laisse Adrien prendre la parole. Il va vous plonger dans le nouvel esprit du capitalisme en explorant comment ce modèle a évolué depuis les années 60 et surtout comment il a façonné notre façon de manager et surtout ce que ça signifie pour nous tous. Adrien, le micro est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction, c'était parfait. Effectivement, on s'était vu il y a 2 ans pour un ancien podcast et à cette époque, j'étais doctorant dans un organisme de formation professionnelle qui faisait des formations à la fois tout ce qui était technologie numérique et à la fois tout ce qui était développement personnel. Et en fait, je me suis posé beaucoup cette question de que font les gens dans ces formations de développement personnel? Et je me suis beaucoup posé cette question, surtout à la fin de ma thèse, donc en fait après qu'on ait tourné ce podcast. Et à cette époque-là, j'avais lu un livre qui m'a énormément intéressé de Luc Boltanski et Eve Chiapello, qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme, dans lequel ils parlent justement de ça en adoptant un point de vue sociologique. Ce point de vue sociologique, en fait, ils ont pris euh, des, des articles, des rapports, ou même juste des articles journalistiques du monde de l'entreprise dans les années 60 et dans les années 90 pour essayer d'expliquer quelles sont les différences dans la manière de penser, la manière d'agir, la manière de réfléchir le monde de l'entreprise par les dirigeants, par les journalistes ou même par les individus qui composent les entreprises. Et ils en ont fait donc un gros livre qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme, qui est le livre que je vais résumer donc dans cet épisode. Et avant juste que tu résumes ce livre-là, est-ce que toi, ça a changé ta façon de voir le monde de l'entreprise? Est-ce que ça a changé ma façon de voir le monde de l'entreprise? Je pense que ça a permis de mettre des mots sur des sensations qu'on a, sur des choses qui nous paraissent pas normales ou pas logiques ou quoi. Et en fait, de pouvoir l'expliquer de manière logique parce que ça fait partie de l'histoire de la formation du capitalisme, là où nous, on expérimente le capitalisme à un instant T. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai commencé à vivre dans le monde du travail à partir des années 2010. Toi, c'est à peu près pareil. Donc, on n'a pas forcément cette vision large de comment c'était avant.
et comment tout s'est transformé petit à petit. Et quand on a cette vision grâce justement à ces écrits de l'histoire de la sociologie, ça nous permet vraiment de repenser un peu mieux euh, le contexte dans lequel on est quand on travaille. C'est surtout ça, moi, qui m'a amené comme changement. Après, on l'expérimente aussi. Je veux dire, ça n'a pas changé fondamentalement mon expérience des entreprises. Peut-être que ça m'a permis de rationaliser différemment ce que j'observe et ce que je trouve parfois pas normal, ou parfois que je trouve bien aussi, parce qu'il y a du bien aussi dans les entreprises, même Merci de le si, préciser. même si on va pas forcément dire beaucoup de bien aujourd'hui, mais dans les prochains podcasts un peu plus. Et bah très bien, Donc, mais je donc te laisse du coup nous résumer le livre et puis toute la place est à toi. on va commencer par parler du premier esprit du capitalisme. Donc, l'esprit du capitalisme, c'est la manière dont les entreprises se racontent ce qu'est le capitalisme et comment elle fonctionne, et la manière dont les individus qui composent les entreprises se racontent le capitalisme et comment il fonctionne. Et donc, le premier esprit du capitalisme, on le situe après la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'idée qu'une entreprise, donc il y avait pas vraiment à ce moment-là de grosses multinationales dans plusieurs pays avec des personnes qui pouvaient collaborer dans plusieurs pays différents parce que l'information ne transitait pas suffisamment vite à ce moment-là. Tout s'est fait à partir d'internet. Donc on avait des entreprises qui étaient plus petites, où on avait un patron qui avait la maîtrise totale, de son entreprise. Et il y avait 2 logiques qui étaient à l'œuvre à cette époque-là, le paternalisme et la rationalisation. Donc le paternalisme, l'idée c'est que comme le patron possède la maîtrise de son entreprise, il va posséder énormément de responsabilités au sein de l'entreprise. Par exemple, à cette époque-là, il n'y avait pas d'accord de branche où les entreprises devaient fonctionner exactement de la même manière dans telle branche ou telle branche. Le patron, c'est lui qui décidait de si les employés allaient recevoir des dons pour les mariages, pour les enterrements, pour heu, avoir du bien-être, par exemple, pour pouvoir acheter une maison, et cetera. C'est lui qui décidait de si les employés avaient des congés ou pas, quand ils avaient des congés ou pas. Donc c'était vraiment l'idée du paternalisme, c'est vraiment le patron décide de tout. Et l'idée de rationalisation, c'est une idée qui est un peu plus ancienne, hein. On pense par exemple au Fordisme ou à la Taylorisation, dans les années 1880. C'est-à-dire, l'idée qu'il faut organiser le travail pour gagner en productivité. Hem et même si ça date des années 1880 en Angleterre, le moment à partir duquel toutes les entreprises en France, mais aussi dans le monde entier, vont vraiment adopter cette logique, productiviste, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'on date aussi le premier esprit du capitalisme à partir de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que c'est que, le Fordisme ou la Taylorisation? L'idée, c'est, de réfléchir à l'agencement des tâches, au séquencement des tâches, aux cadences de travail. Est-ce que ça vaut le coup de payer, une personne à l'heure ou de la payer à la tâche? Est-ce que ça vaut plus le coup de la payer, avec des bonus à l'atteinte d'objectifs? C'est toutes ces questions-là, en fait, qui se posent à ce moment-là, se disant finalement: «Comment on fait pour rendre les employés plus productifs?» Donc, ce premier esprit du capitalisme, dans ce premier esprit du capitalisme, le patron, il a le contrôle total de son entreprise et il cherche à la rationaliser. Avant ça, s'il n'y avait pas de rationalisation, on n'était pas vraiment dans du capitalisme. Il n'y avait pas de volonté d'augmenter son capital. Et donc ce contrôle, il a des limites, c'est-à-dire que quand le travail est rationalisé, bah, l'entreprise, elle va grossir nécessairement, avec le même nombre d'employés. Si les employés travaillent plus et sont plus productifs, l'entreprise peut grossir. Et il arrive forcément un moment où le nombre d'employés et la complexité de l'entreprise, quand il y a trop d'employés et trop de processus, où le patron ne va plus pouvoir tout gérer. Et c'est à ce moment-là où il va, employer, des personnes qu'il va appeler qui vont s'appeler des cadres, qui vont avoir pour objectif de gérer l'organisation de l'entreprise pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler du second esprit du capitalisme. Le second esprit du capitalisme, c'est le moment à partir desquels les entreprises ont commencé à vraiment grossir et grossir suffisamment pour que le patron ne puisse plus avoir tout de la main mise sur l'entreprise et doivent déléguer sa responsabilité à des cadres. Alors, il y avait déjà avant ça des contrôleurs du travail, que ce soit par exemple les contremaîtres, les maîtres et les contremaîtres. Simplement,
Avec le deuxième esprit du capitalisme, le cadre, lui, il a une vision objective du travail. Le contremaître, il était là pour vérifier que les gens faisaient bien leur travail. Le cadre, lui, il a pour objectif de mettre en place des processus qui seront objectifs. C'est-à-dire que si le cadre change ou si les employés changent, le processus sera le même. C'est ça le principe d'avoir des cadres au lieu d'avoir des personnes juste pour vérifier le travail. Et donc, s'il peut avoir une vision objective du travail ou objectivable du travail, on ne travaille plus pour que le contremaître soit satisfait, on travaille pour atteindre les objectifs rationnels fixés par ce cadre objectif. Et c'est là où on va avoir l'atteinte d'objectifs comme étant un objectif en tant que tel de l'entreprise. Et donc ce second esprit du capitalisme, il démarre à peu près autour des années 60 et il va se mettre en place progressivement en France, parce que le livre s'intéresse vraiment au cas français, jusqu'aux années 90. Et donc ça c'est une période vraiment pour donner un ordre d'idée. Disons qu'à partir des années 90, toutes les entreprises font partie de ce second esprit du capitalisme, alors que dans les années 60 ça commence, mais c'est vraiment un processus au long cours. On simplifie des choses alors que les entreprises, évidemment, elles se racontent les histoires de manière très différente les unes des autres. Donc le cadre, c'est une personne qui a fait des hautes études avec un salaire qui est assez important et l'objectif du patron, qu'on va d'ailleurs appeler un dirigeant à partir de ce moment-là, son objectif, c'est d'avoir une plus-value suffisante du fait de payer ce cadre pour que ça lui soit rentable et que ça lui soit rentable surtout sur un long terme. Donc là où avant le patron il gérait la rationalisation de l'entreprise, le cadre lui, il va plutôt gérer la rationalisation d'une équipe, d'un local, d'un lieu ou d'un processus complet. Donc ça peut être, la création d'un produit et l'entreprise crée plusieurs produits, mais il y a un cadre qui réfléchit au processus nécessaire pour, élaborer et vendre un produit. Et là, on voit une difficulté pour le patron, c'est qu'il va devoir progressivement laisser de la responsabilité aux cadres, mais aussi limiter leur domaine d'exercice, sinon il risque d'avoir des cadres un peu trop puissants qui pourraient demander un poste trop important, un salaire plus élevé et d'autres avantages. Donc il y a un vrai équilibre à trouver où finalement si on a 4 cadres dans une entreprise parce qu'on vend 4 produits différents, qu'il y en a un clairement le processus qu'il met en place est bien meilleur que les autres, il va proposer de prendre la place d'un autre cadre et donc de pouvoir faire 2 processus, puis 3 processus, puis 4 processus. Et la question à la fin, c'est quelle est la plus-value du dirigeant par rapport à ce cadre s'il a mis en place tous les processus au sein de l'entreprise. Donc il y a un équilibre complexe de réorganisation de l'entreprise et ce bouleversement-là, il renverse complètement la hiérarchie organisationnelle. Hiérarchie qui était le patron, les employés, et qui maintenant met des strates plus ou moins importantes en fonction du cadre, de l'expérience du cadre, du nombre d'années dans lesquelles il est dans l'entreprise, etc., etc. Et donc on voit là une limite de cette logique. Chaque employé va chercher à progresser hiérarchiquement et en même temps le patron il doit garder un plafond de verre au-dessus duquel les cadres ne peuvent pas avancer parce que sinon ils sont trop importants dans le fonctionnement de l'entreprise et donc ils risquent d'avoir un pouvoir décisionnel plus important que même le patron. C'est ça qui est intéressant dans ce type de livre sociologique, c'est qu'en fait il s'intéresse à comment le contexte nous amène à prendre des décisions ou à vivre les uns avec les autres, hein, parce que l'entreprise, c'est une manière de vivre les uns avec les autres sans qu'on en ait conscience. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre des choix clairement en conscience de l'acte, où on voit hein, des personnes dire telle personne ne doit pas être trop importante dans l'entreprise, donc on va la mettre à tel poste. Et parfois, en fait, juste c'est le contexte qui amène les personnes à créer des hiérarchies différentes. Donc l'essentiel de l'esprit du capitalisme provient d'une manière non consciente de vivre les uns avec les autres. Vu qu'il y a ce plafond de verre qui se met en place, la question qu'on doit se poser est comment on fait pour motiver des employés qui savent que, in fine, ils ne pourront pas progresser hiérarchiquement parce qu'il n'y a rien au-dessus d'eux. Une première manière de faire, j'en parlais, hein, le fait de renégocier le salaire à la fin de l'année, bah, c'est des leviers d'engagement, même le fait d'avoir des primes, c'est des leviers d'engagement, mais ils ont leurs limites
Quand on est un employé, gagner 100 € de plus par mois, c'est énorme. Quand on est un cadre qui gagne 4 000 € par mois, 100 € de plus, c'est bien, mais c'est pas forcément ça qui va faire changer les choses. Et donc c'est là où, il y a eu cette volonté de repenser l'engagement des cadres et repenser l'engagement des cadres, c'est à ce moment-là où apparaît le troisième esprit du capitalisme. Et donc on va parler, par la suite de pourquoi les cadres aujourd'hui ça n'existe plus, on parle plus de cadres et que sont-ils devenus? Dans le deuxième esprit du capitalisme, les cadres, c'était les gardiens du capitalisme. C'est eux qui ont pour la responsabilité que les employés produisent plus, soient plus efficaces et que les processus soient meilleurs, donc finalement que l'entreprise gagne en productivité. Donc leur rôle, c'était d'améliorer la performance de l'entreprise. Point. Pour ça, ils devaient à la fois modifier le fonctionnement des processus et à la fois modifier la gestion des équipes. Et donc, dans le troisième esprit du capitalisme, on va séparer ces deux aspects de l'entreprise en deux. L'aspect production et l'aspect gestion d'équipe. L'aspect production, elle va être amenée par les ingénieurs. Les ingénieurs, leur objectif, c'est de continuer à améliorer les processus, soit en créant des processus d'automatisation, soit en proposant des nouvelles manières d'organiser le travail, mais vraiment d'un point de vue alors soit logiciel, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup logiciel par rapport, à ce qui pouvait se passer avant, soit, au niveau de l'automatisation, des robots qu'on va utiliser et cetera. De l'autre côté, on a les managers et les managers, eux, ils sont là pour tirer le meilleur des personnes en dessous d'eux, que ce soit des techniciens, que ce soit même, des ingénieurs, que ce soit, voilà, toutes les personnes, c'est la gestion des équipes. D'ailleurs, ce qui est intéressant à ce moment-là de dire, c'est que c'est pas conscient parce qu'on va avoir des ingénieurs qui vont devenir managers d'autres ingénieurs qui derrière vont devenir aussi cadres, qui vont peut-être après, à la fin, redevenir des ingénieurs. Donc on n'a pas vraiment cette distinction comme je l'ai décrit où le cadre va disparaître et va juste être remplacé par d'un côté les ingénieurs des processus et de l'autre côté les managers. Les choses se font pas de manière aussi claire. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup dépendant du contexte et de l'histoire de l'entreprise. L'idée, c'est juste de dire que ces 2 processus sont bien distincts. Les personnes en charge de l'amélioration de la productivité par les processus et les personnes en charge de l'amélioration de la productivité en s'intéressant aux individus ou aux équipes qui composent l'entreprise, ce qu'on appelle les managers. Une chose qui est importante, à dire à ce moment-là, c'est que durant le second esprit du capitalisme, il y a une chose assez unique qui s'est passée dans l'histoire, qui est que, la demande était largement supérieure à l'offre. On avait beaucoup plus besoin de cadres qu'il n'y avait de cadres disponibles sur le marché. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a rendu l'université beaucoup plus accessible, aux citoyens, ce qui leur a permis d'arriver à un stade de cadre. Et ça, c'est à partir des années 80-90 où, l'université devient beaucoup plus facilement accessible qu'avant. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on a tendance à dire il y a trop de cadres ou trop de personnes qui ont un bac plus 5 ou plus. Et donc, il faut réduire ce nombre-là. Et donc, de manière assez cynique, on dégrade les conditions de travail à l'université qui font qu'il y a moins de monde qui vont à l'université. Le fait que l'État a mis des moyens pour augmenter le nombre de personnes qui accèdent à l'université, le fait que l'État ait mis des moyens pour que les personnes aillent à l'université est en lien avec la volonté des dirigeants d'entreprise dans les années 80-90, tout simplement parce que ça a été porté par le comment ça s'appelle? Pas le MEDEF, alors en France, parce que du coup tu vas me parler du Canada, mais en France, l'ancêtre du MEDEF dont j'ai oublié le nom, mais je me souviens que je l'avais noté quelque part, donc il va me revenir. Donc ça oui, maintenant que, la dégradation des conditions de travail, soit en lien direct avec la volonté des entreprises, non. Mais on observe quand même, qu'il y a une corrélation. Corrélation n'est pas causalité, mais, corrélation. Heu Clairement, il y a aucun avantage aujourd'hui, pour, les gouvernements ou pour les entreprises à ce qu'il y ait trop de personnes, qui soient, qui sortent du secondaire. Donc pourquoi est-ce qu'ils maintiendraient ces conditions? D'un point de vue très cynique, pourquoi est-ce qu'ils maintiendraient ces conditions-là?
Évidemment, les choses ne sont pas dites clairement, voire même pas conscientisées par les gouvernements enfin directement par les gouvernements. Ouais. Les ministres de l'éducation, systématiquement, quand ils ne sont plus ministres de l'éducation, ils deviennent directeurs d'écoles privées. Donc eux-mêmes n'ont aucun intérêt à donner plus de pouvoir, plus d'argent ou à investir dans l'école publique, alors qu'ils gagnent de l'argent par la suite grâce à l'école privée. Donc même d'un point de vue individuel, ça n'aurait pas de sens. Et donc après, d'un point de vue collectif, étant donné que ça n'a pas de sens non plus, pourquoi est-ce qu'on donnerait plus d'argent à l'université? Mais du coup, donc ce que je disais, c'est que les cadres étaient dans une situation très particulière dans laquelle ils avaient une vraie possibilité de négociation parce qu'ils étaient en sous-nombre par rapport aux besoins. À partir des années 90, les cadres qui se forment, donc les managers comme les ingénieurs, vont devenir de plus en plus nombreux et on va arriver à une compétition à l'employabilité. Et ça, vraiment, dans le troisième esprit du capitalisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la compétition à l'employabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a de beaux diplômes, eh bien, on est quand même en difficulté pour trouver un emploi. Alors, plus ou moins en difficulté en fonction de l'expérience, en fonction de si on est dans un domaine très généraliste ou dans un domaine très précis, etc., etc. Mais néanmoins, on observe plus de compétition qu'avant les années 90. On observe aussi une grosse modification dans la manière de travailler, notamment avec l'utilisation d'un terme qui n'existait quasiment pas avant, qui est le terme du projet. Et le troisième esprit du capitalisme, le point central, c'est le projet. Pour motiver un ingénieur à travailler, le dirigeant va le faire travailler sur des projets. Et ça a deux avantages. Le premier, c'est que c'est pas très motivant d'améliorer un processus tout le long de sa vie. Quand tu es cadre et qu'on te dit tu travailles 40 ans pour l'entreprise sur le même processus et tu vas essayer de voir quelques différences à droite à gauche pour améliorer, c'est pas très motivant. Par contre, si on te dit voilà, tu vas travailler sur tel projet pendant 2 ans, tu es tout de suite beaucoup plus motivé à atteindre tes objectifs à la fin de tes 2 ans. Donc, le projet, c'est gratifiant à la fois pour son estime de soi et sa réussite personnelle et à la fois pour travailler dans l'entreprise. Et c'est aussi l'occasion pour le dirigeant de proposer des objectifs, que ce soit des primes à la vitesse, des primes à la qualité de réalisation du projet. Moi, je sais que par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, l'essentiel de l'argent que tu reçois provient de primes associées au score des joueurs. C'est-à-dire, tu crées un jeu vidéo, les journalistes et les joueurs vont mettre des notes à ton jeu vidéo, et si ça atteint un certain seuil, tu as des primes qui sont parfois la moitié de ton salaire. Donc ça, c'est vraiment des cas extrêmes d'atteinte d'objectifs. C'est terrible hein, quand il y a un jeu pour lequel il devait avoir un score de 80 sur 100, ils ont eu un score de 79 sur 100, et ils n'ont pas eu de prime. Et ça a été terrible parce que la différence, elle est nulle, et du coup, c'est terrible. Il y a des cas comme ça, ça n'a aucun sens, ouais, ça n'a aucun sens. Enfin, ça a du sens du fait que tu économises de l'argent si le score n'a pas été suffisamment élevé. Donc c'est une manière de motiver. Bon. Bref, c'est de la rationalisation, ce n'est pas vraiment quelque chose de très humain, mais on en discutera. Et donc, l'ingénieur, l'employé, le manager s'engagent dans un projet. Et ça, c'est très différent parce qu'avant, on s'engageait pour une entreprise. On travaillait pour une entreprise. Aujourd'hui, on travaille sur un projet particulier. Et donc, l'entreprise n'a plus besoin d'accompagner le cadre tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Une fois que le projet est terminé, le chef de projet, il change de projet. Et parfois, pour un nouveau projet, on change de chef de projet aussi. Et donc, oui, le chef de projet, on change de chef de projet, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que si le chef de projet ne trouve pas de projet suffisamment intéressant, il peut aussi changer d'entreprise. Et ça aussi, c'est assez différent, parce que comme il y a une compétitivité de l'emploi, quelqu'un qui a des ressources, parce qu'il a un beau CV, parce qu'il voilà, il a des connaissances, il a des relations sociales importantes, il va être capable de modifier, de trouver les projets les plus intéressants, de changer d'entreprise pour trouver les projets les plus intéressants pour lui.
Les jeunes ingénieurs, ils ont des responsabilités assez mineures dans des projets moyens et ils vont se former, ils vont développer des compétences qui leur permettront d'accéder à des projets de meilleure qualité, qui leur permettront d'augmenter leur carrière, de continuer à se développer, à augmenter leurs compétences, etc., etc. Et donc, si on n'arrive pas à trouver des bons projets qui vont nous former suffisamment, qui vont nous donner suffisamment de compétences, qui vont nous faire reconnaître suffisamment auprès de nos pairs, on va diminuer notre employabilité. Et parfois, même si on reste trop longtemps dans une entreprise, notamment les personnes qui sont restées dans leur entreprise de leur vingtaine à leur quarantaine d'années, c'est très difficile derrière de rester employable dans d'autres entreprises s'ils doivent quitter leur entreprise pour une raison ou pour une autre. La reconversion, souvent, elle est possible que vers des postes sans projet, quand on a des postes avec projet. C'est-à-dire que si on est un ingénieur informaticien, bon, ce sera pas très compliqué de se reconvertir en auto-entrepreneur, que ce soit boulanger ou quoi que ce soit. Mais ce sera très difficile pour un boulanger de devenir ingénieur informaticien en ayant un bon salaire. Il faudra repartir de zéro. Donc ça, c'est très différent de ce qui se passait avant, parce qu'avant, tu étais cadre, bah, tu démarrais et tu avais la possibilité d'accéder à tout le processus que tu étais censé cadrer. Là, maintenant, tu as accès à des petits projets et tu vas devoir grimper petit à petit. Donc, si tu loupes le coche quand tu es jeune, c'est beaucoup plus difficile par la suite de retourner, de t'investir dans ce type de métier. Donc, il faut trouver des métiers qui ne soient pas liés à des grandes entreprises. Donc, je parlais du métier de boulanger, etc. C'est des métiers dans lesquels soit on travaille pour des grosses entreprises, mais dans ce cas-là, on est technicien. Typiquement, si on va travailler à Carrefour en tant que boulanger, bah, on peut le faire, mais dans ce cas-là, on sera juste un employé. Mais sinon, il faut être auto-entrepreneur et donc sortir de cet esprit du capitalisme des grosses entreprises. Et donc, le troisième esprit du capitalisme, il a une particularité, c'est que chacun est responsable de sa propre employabilité. On est responsable des projets dans lesquels on va s'investir et du temps qu'on va investir dans chaque projet. On doit être motivé et heureux de participer à des projets pour les réussir, projets qui nous permettent de développer nos compétences. Et donc on est dans une violente compétition sur un marché où les dirigeants doivent trouver le meilleur compromis entre les compétences et le prix de chaque employé pour un projet donné. Tu as des petits projets, tu vas trouver des employés qui sont pas chers et qui ont pas trop de compétences, mais qui permettent de faire le projet. Tu veux des très gros projets, genre un très gros jeu vidéo, il te faut payer très cher des personnes qui sont compétentes pour faire des très gros jeux vidéo. Et en même temps, bah, si tu veux faire des arbres dans un open world, bah, tu vas prendre un employé qui a très peu de compétences, mais qui va faire des arbres toute la journée. Et lui, il ne sera pas payé très cher, parce que lui, son projet, c'est juste de faire des arbres. Donc on a vraiment une hiérarchie extrêmement importante entre ceux qui accèdent aux très gros projets et qui sont payés très cher pour ça, et ceux qui, et en fait la majorité, qui sont dans des tout petits projets, sont payés très peu cher et à la fin du projet sont remplacés par d'autres personnes parce qu'on ne veut pas forcément les faire avancer dans la hiérarchie, leur donner un meilleur salaire, etc. Et donc eux vont devoir retrouver une autre entreprise par la suite. Et c'est aussi pour ça que c'est assez rare et voire même aujourd'hui mal vu ou pas très bien vu de rester trop longtemps dans des entreprises, surtout quand on est jeune. Donc il y a aussi un aspect social à ça, où on te dit tiens c'est quand même suspect que tu restes un petit peu trop longtemps dans une entreprise. Et c'est là où apparaît vraiment, c'est vraiment là la différence avec le troisième esprit du capitalisme, où il faut montrer que tu avances dans ta carrière en te diversifiant, en allant sur des projets qui te permettent de développer de nouvelles compétences ou de développer les mêmes compétences mais à une plus grande échelle. Ok, j'ai travaillé sur Power BI sur un jeu de données d'une petite entreprise, bah là je vais travailler sur Power BI mais dans les données d'une grosse entreprise. Ok, j'ai fait ça, bah cette fois je vais devoir faire des automatisations. Ok, j'ai fait ça et maintenant je vais devoir faire des rapports, voire m'exprimer en public. C'est-à-dire plutôt que juste faire l'analyse, cette fois je dois l'expliquer en public. Et tout ça en fait ça va augmenter la zone dans laquelle je peux appliquer mes connaissances. Et donc je suis plus facilement employable. Mais en même temps, comme j'ai avancé dans ma carrière pour apprendre ça, je demande plus d'argent pour ça, je demande un salaire plus élevé pour ça. Donc il y a un rapport comme ça entre les deux qui est assez fin, dans lequel moi en tant qu'individu, il faut que je me forme le plus vite possible pour être le plus employable possible, mais en même temps je vais me vendre de plus en plus cher. Donc a priori ça paraît logique à tout le monde, mais ce qu'il faut se dire c'est que c'est quelque chose de très récent et que c'est une logique individualiste. C'est-à-dire que ce n'est plus le patron ou le dirigeant d'une entreprise qui est responsable de ses employés, c'est moi en tant qu'individu qui suis responsable de mon employabilité.
Mais encore une fois, la question sous-jacente, c'est quel modèle de société on veut. Et moi, je pars du principe que l'idéal, ce serait un modèle de société dans lequel on soit beaucoup plus libre d'apprendre ce qu'il nous plaît tout au long de notre vie, parce qu'on ne devrait pas être enfermé dans un métier qu'on a choisi quand on était jeune et qui n'était pas forcément le métier qu'on aurait aimé avoir à 40 ans. On a du coup parlé des ingénieurs et donc c'est le moment de parler plutôt des managers. Donc le manager, contrairement à l'ingénieur, lui, il possède et va développer des compétences humaines. Alors non pas que l'ingénieur n'a pas de compétences humaines, c'est pas un monstre, mais le manager, c'est son métier de gérer de l'humain. Donc il va se former au développement personnel pour devenir une sorte de super-héros qui a acquis une maîtrise de soi extrême, une maîtrise de ses relations aux autres, et qui va être responsable à la fois des relations qu'il entretient avec les autres, donc ça bon c'est normal, mais aussi des relations que les employés ou que ces membres de ces équipes maintiennent entre eux et avec les autres équipes. Donc c'est quelqu'un qui doit assurer comme ça une sorte de cohésion entre tout le monde. Et c'est pas le seul attribut qu'il doit avoir, parce que lui, il doit s'assurer que l'équipe travaille de concert et s'entende le mieux possible. Et ils doivent amener leurs équipes, leurs collaborateurs à se dépasser pour mener à bien les projets. Et ce grâce à deux leviers principaux qu'on retrouve tout le temps d'ailleurs dans les formations en management, la vision et la confiance. Et donc, j'ai mis une petite phrase comme ça qui fait bien. Si le manager est le moteur du troisième esprit du capitalisme, la vision et la confiance sont son carburant. Et c'est vrai que c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire, voilà, le manager, c'est celui qui mène les équipes à la réussite et il les mène par la vision et la confiance. Alors, avant d'expliquer ce que c'est que la vision pour le capitalisme, faut aussi expliquer ce qu'est un dirigeant. Parce qu'on a parlé du patron, mais on n'a pas forcément beaucoup parlé du dirigeant. En fait, quand les entreprises sont devenues très grosses et sont devenues des multinationales, elles sont souvent cotées en bourse. Et donc elles appartiennent à des personnes et qui ne sont plus les dirigeants justement. Ça va être des investisseurs, des actionnaires, etc. L'entreprise leur appartient. Et souvent le dirigeant, bah, c'est un employé comme un autre qui a beaucoup moins de responsabilités que ce qu'avait un patron avant. La seule responsabilité, en fait, la seule plus-value qu'a le dirigeant de l'entreprise, bah, c'est de prouver aux actionnaires que l'entreprise fonctionne bien. Et il le fait sans trop de levier en réalité, à part bah, avoir les personnes en dessous de lui et gérer en fait ça comme une sorte de super manager qui va gérer des managers qui vont gérer d'autres managers qui vont gérer des équipes. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est créer une sorte de sentiment d'unité qui n'existe pas trop à cause de la taille trop importante de l'entreprise. L'entreprise étant une multinationale et n'appartenant finalement à personne de vraiment désigné, lui, il doit créer une sorte d'unité à partir d'une unité qui n'existe plus vraiment, une fragmentation de l'entreprise. Et pour ça, il utilise la vision. La vision, elle permet de créer un sentiment d'unité. Et elle est constituée de 2 ou 3 verbes d'action, parfois d'un bout de phrase, toujours positive, qui propose un objectif vers tendre, mais qui n'est jamais atteignable. Tout simplement parce que le capitalisme, ça n'est jamais terminé. On capitalise toujours le maximum et on continue d'essayer de capitaliser le plus possible. Alors, quelques exemples. Attention. Créer des opportunités pour les professionnels du monde entier. Accélérer la transition du monde vers une énergie durable. Rendre l'information accessible à tous. Voilà, ça, c'est des exemples de vision d'entreprise multinationale. C'est des vrais exemples. Hein. Donc, c'est des exemples positifs. C'est des objectifs. Bon, des objectifs pas atteignables. Enfin, il y a pas d'objectifs clairs. C'est des trucs très, très vagues qui sont plutôt positifs. Phrase très courte. Donc, on comprend tout de suite accélérer la transition du monde vers une énergie durable. On se dit, ok, ça, c'est une entreprise dans le monde de l'énergie. Bon, ça veut dire quoi, accélérer la transition? C'est quoi une énergie durable? Est-ce qu'il n'y en aurait pas plusieurs? Est-ce que bon, il y a une transition, bon, accélérer la transition. Si la transition c'était de 2020 à 2100 et qu'on fait 2020-2080, bon bah ça accélère la transition, mais est-ce que vraiment ça accélère suffisamment vite? Tout ça c'est très flou, mais ça reste positif. C'est assez interprétable pour que les managers et les ressources humaines surtout puissent l'utiliser à bon comme à mauvais escient.
Et c'est un petit peu ça l'idée de la vision d'entreprise, c'est que les managers et les directeurs vont pouvoir l'interpréter avec largesse pour contrôler ou cadrer les employés. La vision, ça permet de savoir qui est avec l'entreprise et qui est contre. C'est-à-dire que si on ne partage pas la vision, eh ben c'est qu'on est contre. Mais comme la vision est extrêmement large, on peut l'interpréter facilement. Et donc on peut interpréter les personnes qui sont contre un processus particulier ou sont contre une méthode particulière d'un manager comme étant quelqu'un qui est contre la vision. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être assez fourbe. C'est-à-dire que si tu as une personne au-dessus de toi qui dit tu fais ça parce que ça va avec la vision de l'entreprise, alors qu'en fait ça va plutôt avec sa vision à lui de comment ça doit se passer et que t'es pas d'accord, bah, tu es contre lui. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Bah, on dit que c'est une personne qui est résistante au changement. Alors ça c'est un terme qu'on retrouve tout le temps dans les entreprises, c'est que pour atteindre notre vision, il faut qu'on effectue des changements. Et si des personnes sont contre le changement, c'est qu'elles sont résistantes au changement. Et alors qu'est-ce qu'on fait face aux personnes qui sont résistantes au changement? Alors déjà on dit ces personnes, c'est des personnes qui ne sont pas engagées. Et donc si elles ne sont pas engagées, bah, soit on les forme au changement, surtout si c'est des managers ou des personnes qui ont une certaine importance et que ça vaut le coup de les former, soit bah, s'il y en a beaucoup qui n'acceptent pas le changement, on fait des plans de réorganisation, des plans de restructuration, qui sont pareils, hein, on restructure une entreprise, ça veut dire on vire des gens. Mais on restructure une entreprise, c'est positif. Parce que finalement, l'entreprise était mal structurée, on avait mal pensé à l'origine, c'est un petit peu comme un bâtiment qui est finalement un petit peu branlant, alors on va essayer de le retaper un petit peu, mais en fait on vire des gens, quoi. Donc pareil, c'est des mots positifs utilisés comme la vision, juste pour faire en sorte que l'entreprise gagne en productivité aux dépens des employés. Et donc le deuxième point, donc je disais le premier c'était la vision, et le deuxième c'est la confiance. Et la confiance, c'est donc un moyen de pression qui peuvent être utilisés par les dirigeants d'entreprise, par les managers, mais aussi par les ingénieurs, mais dont ils sont aussi victimes. C'est-à-dire que dans une entreprise qui veut le bien pour l'humanité, parce que leur vision est positive, et donc qui va vers un monde meilleur, parce que leur vision est positive, on doit être capable de se faire confiance, parce qu'on va vers le bien. En fait, dans la majorité des relations commerciales, les parties prenantes négocient et élaborent ensemble un contrat qui stipule les droits et les devoirs, les obligations de chacun, de part et d'autre. Dans les relations de travail, le contrat de salaire, c'est un papier qu'on signe au début, mais il n'engage pas vraiment. Souvent, c'est un peu vu comme secondaire. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire réellement les uns avec les autres. C'est pas ce qui est écrit dans le contrat. Alors, j'avais dit dans une première version qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup de contrats oraux. C'est-à-dire que l'accord employeur-employé ne nécessite pas de contrat signé. Et en fait, tu m'as dit, Camille, que c'était aussi le cas en France. Ça existait aussi en France. C'est beaucoup moins répandu, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler avant, donc j'imagine que c'est moins répandu. Mais ça existe aussi, c'est-à-dire il y a une valeur légale au contrat oral. On peut pas faire travailler quelqu'un en lui disant tu viens chez moi pour travailler et pas le payer. Alors qu'en fait, c'est des situations ambiguës. Par exemple, je sais que tu vois, les serveurs, par exemple, ou les barman, quand c'est des contrats comme ça qui durent pas forcément longtemps, on leur dit bah tu viens travailler aujourd'hui, ils travaillent. Et après, oui, mais vu que t'as pas signé de contrat, comment ça se passe, c'est toujours un petit peu ambigu. Mais en fait, il y a une vraie obligation légale à ce niveau-là, quoi. Euh, Néanmoins, ça reflète quand même une vision extrêmement individualiste du capitalisme et de la vision de l'entreprise, c'est que les employés ne sont plus là pour bien faire leur travail. C'est-à-dire ils sont pas là pour faire ce qui est écrit dans leur contrat. Ils doivent gagner la confiance de l'entreprise. C'est-à-dire, ils doivent être proactifs, créatifs. Ils doivent être meneurs dans leurs projets. Ils doivent être supporters des autres membres de leur équipe, des autres employés, et ce, en fonction de leurs compétences techniques, de leur place dans le projet, etc. On attend des managers qui soient plus meneurs que des employés qui viennent d'arriver dans une équipe. On attend de quelqu'un d'extrêmement spécialisé qu'il soit meneur dans sa spécialisation quand il s'agit de son espace de travail à lui. Et donc pour l'entreprise, le travail est parfaitement organisé si chacun est à sa place, si chacun partage correctement les informations avec les autres, et ça nécessite de la confiance mutuelle. Et la confiance, étant donné que c'est pas contractuel, c'est un enjeu moral. On se fait confiance parce qu'on est quelqu'un de bien. Et on pense que tu es quelqu'un de bien, donc on te fait confiance. Et toi, tu penses que je suis quelqu'un de bien, donc tu me fais confiance. Et donc on partage les informations. Sauf que dans l'entreprise, la confiance ne peut être qu'unilatérale. Parce qu'il y en a qui possèdent l'entreprise, et puis il y a ceux qui possèdent uniquement leur force de travail individuelle.
Et donc si un manager ou un directeur rompt la confiance de l'employé, par exemple en promettant une prime et finalement en la donnant pas, en promettant un poste plus élevé et en le donnant pas, en proposant une mission ou, comme je le disais, un projet plus important et finalement en le donnant à quelqu'un d'autre, eh ben les risques pour l'entreprise sont nuls. Juste l'employé sera démotivé, désengagé, on fait un plan de restructuration, il n'y a plus d'employés et on repart à zéro. Et ça, c'est simplement parce que la relation de confiance, elle n'est pas contractualisée. De l'autre côté, si l'employé rompt la confiance, alors lui, il risque d'être écarté. Déjà, il n'aura plus jamais accès aux projets les plus intéressants pour lui et pour sa carrière. Il risque d'être mis au placard, ou alors il va stagner, il va être pénalisé de toute façon sur son employabilité à long terme, voire dans certains cas, il peut être viré ou invité très fortement à partir, que ce soit avec du harcèlement, que ce soit... Il y a plein de possibilités et d'imagination de la part de... Faut leur faire confiance pour trouver des moyens de pénaliser des employés. Et donc, dans le troisième esprit du capitalisme, la confiance en entreprise n'est qu'unilatérale parce qu'il y a des personnes qui ont du pouvoir. Les dirigeants des entreprises ont plus de pouvoir que les employés. Et des personnes qui n'ont pas de pouvoir, les employés. Et les employés n'ont pas de pouvoir parce qu'ils sont en compétition extrême avec d'autres employés. Et donc, la confiance n'est qu'unilatérale de l'employé vers son supérieur. Et donc, la confiance n'est qu'un moyen de pression morale à s'engager dans des activités non contractualisées. On dit aux personnes, il faut que tu fasses des choses qui n'étaient pas prévues dans ton contrat, parce qu'on a confiance que tu es capable de le faire, et tu dois avoir confiance en nous, parce qu'on va te donner des bonus, on va t'inciter à participer à ces tâches qui n'étaient pas forcément contractualisées, mais ça va t'apporter du positif. Donc tu dois avoir confiance en nous, parce que nous, on a confiance en toi. Et c'est la raison pour laquelle le manager, son objectif, c'est de susciter la confiance des collaborateurs. C'est son job. Son job à lui, c'est de partager la vision pour unifier tous les collaborateurs au sein de cette même vision et que tout le monde ait confiance les uns en les autres et envers le manager et une confiance aveugle dans l'entreprise qui veut le bien de l'humanité. Et pour ça, il va suivre des formations en développement personnel, donc il va récupérer dedans certaines petites techniques de manipulation en quelques jours de formation. Bon, l'idée c'est de duper l'employé pour favoriser son engagement. Alors duper, c'est pas forcément duper consciemment parce qu'en fait, dans les formations en développement personnel, on ne dit pas au manager qu'il va utiliser des techniques de manipulation. Mais c'est souvent des techniques de manipulation en tant que telles, c'est-à-dire que c'est des techniques, moi en psychologie sociale, que j'ai appris comme étant des techniques de manipulation, juste on met pas le mot quoi. C'est-à-dire on te promet un bonus, on te promet un projet plus intéressant, on espère, alors on te promet pas le projet, on te dit, on espère que si le projet arrive, si on a le budget pour le prochain projet, alors on espère que tu seras sur le projet. C'est plutôt des trucs comme ça qu'on va dire. D'ailleurs, cela dit en passant, ça existe tout à fait dans le milieu académique, ce genre de choses. C'est-à-dire, on espère qu'il y aura un poste permanent en 2026, donc on espère que tu resteras avec nous en tant qu'employé précaire jusqu'en 2026 pour que peut-être tu atteignes ce job. Donc il faut aussi imaginer qu'on parle d'esprit du capitalisme, ça a complètement envahi le système public aussi, on n'est pas du tout juste dans des entreprises. Donc c'est typiquement ce genre de choses qu'on fait. Et puis après, il y a des techniques, typiquement des techniques que les parents font aussi avec les enfants. C'est si tu as été sage, alors tu auras. Et puis si t'as pas été sage, alors attention. C'est des choses que tu retrouves assez facilement, typiquement des histoires de primes. Tous les exemples en fait, que j'ai parlé avant sont des exemples qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. On observe une triple individualisation et une triple responsabilisation du travail. Je le disais, dans le premier esprit du capitalisme, l'individu qui incarne l'entreprise, c'est le patron, et l'individu qui est responsable de l'entreprise, c'est le patron. Et dans le troisième esprit du capitalisme, l'employé est responsable du travail qu'il produit, il doit rendre des comptes, le manager est responsable de la confiance qu'il génère dans son équipe, et le chef de projet est responsable des KPI qui sont générés par le projet. Donc en fait, tout le monde est maintenant responsable de ce qu'il produit individuellement. Et c'est là aussi on voit que loin d'être disruptif, créatif, innovant, etc., le lean management ou la gestion agile ne sont que des évolutions logiques du troisième esprit du capitalisme qui rend plus nettes les divisions des nouvelles formes de travail. Parce qu'en fait, le lean management ou la gestion agile, c'est de l'individualisation à l'extrême. Donc on reste en fait dans une logique très troisième esprit du capitalisme.
Alors pourquoi on a autant besoin de la confiance? Pourquoi est-ce que c'est vraiment devenu la valeur suprême des entreprises et pour laquelle les entreprises ne parlent que de ça et pourquoi il faut susciter la confiance des clients envers les employés, des employés entre eux, des employés envers le dirigeant, des employés et du dirigeant envers l'entreprise, envers ses valeurs, envers sa vision? C'est tout simplement parce que la confiance ne peut pas exister dans le troisième esprit du capitalisme. Elle ne peut pas exister à cause de la concurrence extrême entre les employés dans ce qui s'appelle le marché du travail. Dans le second esprit du capitalisme, les employeurs devaient faire avec le marché du travail dans lequel on manquait de cadres. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup trop de cadres, eh bien en fait, on est obligé d'être en compétition avec les autres et on est assez facilement remplaçable, beaucoup plus facilement qu'avant en tout cas. Donc comment on fait pour faire confiance à des personnes si on sait qu'elles peuvent nous remplacer par la suite? Donc dans le cas où, dans le second esprit du capitalisme, le fait qu'il y ait un faible taux de chômage, ça n'encourageait pas à licencier sous peine de perdre un employé sans pouvoir le remplacer forcément. Et donc à ce moment-là, la confiance, elle était inhérente au travail et elle permettait aux employés de s'entraider. Et d'ailleurs, ça a amené aux bases du syndicalisme, une base que les dirigeants ont plutôt bien réussi à détruire parce qu'aujourd'hui le syndicalisme n'existe quasiment plus. Et d'ailleurs, je reparle encore du monde du jeu vidéo, mais ça réapparaît depuis 2 ans en fait, le syndicalisme dans le monde du jeu vidéo par exemple. Ça avait complètement disparu pendant plus de 20 ans. Et en effet, les dirigeants n'ont cessé de détruire la relation de confiance entre les employés en faisant de plus en plus jouer la concurrence entre les employés. Comment on fait confiance à un autre employé si le dirigeant peut utiliser une compétition en interne ou en externe pour attribuer des projets plus intéressants, des postes plus prestigieux ou proposer des développements de compétences aux collaborateurs, enfin à d'autres collaborateurs plutôt qu'à moi? Et donc les managers sont les joueurs d'un jeu à perte. Ils doivent continuellement créer de la confiance dans un monde qui sanctionne systématiquement la confiance à cause d'une concurrence intensive. Et lorsque l'humain devient une ressource humaine, elle est exploitée comme toutes les ressources, et si on veut survivre, on doit le faire au détriment des autres, et donc on est dans une compétition. Ça, c'est le résumé du livre, et l'interprétation que j'en ai fait, et l'extrapolation que j'ai fait sur le monde actuel de l'entreprise, parce que le livre, il s'arrête dans les années 90, et finalement on voit quand même qu'il dessine des bases pour la suite, mais il y a une grosse partie, surtout la fin, qui est plus de l'interprétation de ma part sur qu'est-ce qu'on fait si on tire les fils jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà en fait à peu près ce dont on pouvait dire de ce livre. Donc 3 esprits du capitalisme, un esprit du capitalisme dans lequel le patron est le dirigeant de la petite entreprise, un deuxième esprit du capitalisme dans lequel l'entreprise grossit, le dirigeant a besoin de cadres pour cadrer et rendre plus productif l'entreprise, et puis un troisième esprit du capitalisme dans lequel les actionnaires possèdent les entreprises, les dirigeants n'ont qu'une seule possibilité, qu'un seul travail, c'est d'unifier les entreprises, les employés au sein de l'entreprise à travers, par exemple, une vision. Et derrière, les managers qui, eux, ont pour objectif de maintenir cette vision au sein de l'entreprise, indépendamment de ce qui se passe, les restructurations internes, etc., et de maintenir une confiance des collaborateurs qui, eux, savent qu'ils ne peuvent pas se faire confiance parce qu'ils sont en compétition et qui savent que de toute façon, ils resteront pas très longtemps dans l'entreprise. Donc on leur dit donnez le meilleur de vous-même au sein de l'entreprise pendant le temps de votre projet, mais de toute façon, à la fin de votre projet, il y a peu de chances que vous restiez dans l'entreprise. Donc ça, c'est une vision un petit peu globale de troisième esprit du capitalisme selon le livre. Et ben en tout cas, merci beaucoup Adrien. Mais je rappelle que là, ce qu'Adrien nous faisait, c'était il a réussi et très bien fait d'ailleurs à nous synthétiser ce qui avait été écrit dans le livre Le Nouvel Esprit du Capitalisme de Luc Boltanski et Eve Chiapello. Et puis, dans tout ce livre-là, il y a plein de thèmes qui sont ressortis. Je sais pas si vous les avez entendus, là, ces thèmes dans tout ce que nous partageait Adrien. Mais nous, en tout cas, on en a ressorti certains justement pour pouvoir vous en parler déjà dès la semaine prochaine. On va vous parler du quiet quitting. Vous avez entendu parler de confiance aussi dans nos discussions, de management. Bref, il y a plein d'autres choses, plein d'autres sujets que j'ai bien hâte qu'on débatte avec Adrien. Puis ça vient dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir mené cet épisode, Adrien. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.